Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission des chroniques du label 619, ce format de Super Friends, de discussion à la cool, mais vraiment tourné vers les œuvres qui sortent au label. Vous savez qu'on aime particulièrement l'approche de la bande dessinée que ces trublions du 9e art ont. Et en cette période automnale, on a déjà eu le plaisir de retrouver Run avec Sylvain Repos et Baptiste Pagani pour le Low Reader 5, mais c'est octobre, c'est une période propice pour sortir des bandes dessinées d'horreur, et c'est justement ce que le label propose avec le premier tome de Jaune, une série de slasher avec Run au scénario et Rours au dessin, et c'est en compagnie de l'équipe créative au complet avec nos deux joyaux lurons que nous allons faire ce podcast, puisque Run est avec nous. Salut Run. Ça, c'était un bruit d'imitation de téléphone portable qui ne marche pas, mais merde, je voulais faire l'orage. L'orage, ah oui, bah c'était très raté. C'était complètement raté. Alors Run qui n'est pas Laurent Gérard, clairement. Voilà, c'est juste Run, tu vas bien. J'hésitais entre ça et un fantôme. Et je me suis dit, fantôme, ça n'a rien à voir avec slasher, donc je vais faire l'orage. Bon, je me suis raté, bah, c'est pas grave. Mais ça aurait pu faire plus peur si t'avais commencé à faire ouh. En même temps, je t'aurais pas compris. Ok, ce podcast démarre très bien. Vraiment, tu vas bien quand même? Oui, ça va, très bien. Très détendu, hein. Clairement, ça prend ses aises, là. C'est plus le Run que je connaissais qui était un peu timide et tout ça. Non, tu sais, moi je fais de la BD. On est à la maison, là, maintenant. C'est pour ça. On a encore nos chaussures. Ouais. Très bien. Bah, justement, j'ai entendu une petite voix. Il va falloir augmenter le volume pour toi, Rours. Bienvenue. Salut. Tu vas bien? Ouais, super. Très heureux d'être là, de retour sur Paris. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, tu vas beaucoup moins à l'aise, hein. Tu le sens dans la voix, il est un petit peu timide. J'étais en train de repenser à mon entrée fracassante et je pense que je commence à avoir un peu honte, mais bon. Tu sais que ça n'a jamais tué personne, sinon je serais mort depuis longtemps. Mais Rours, ça fait plaisir de t'avoir parce qu'on t'avait déjà eu justement, c'était pour une histoire dans Low Reader, justement, c'était le Low Reader 3 X Distortion où vous parliez d'une histoire de jeux vidéo maudits. Et quelque part, c'est un peu peut-être le point de départ de ce podcast, c'est de savoir un petit peu, à partir de cette première histoire que vous avez faite ensemble, à quel moment vous en êtes venu à vous dire on va recollaborer. Je sais pas lequel des deux veut commencer pour nous raconter un petit peu les prémices de vos retrouvailles. Alors moi je sais que Rours, la toute première fois où je l'avais contacté, il avait fait, c'était à la sortie de Moutafoukaz, le film, en 2018, il avait fait une aquarelle. Alors c'était l'époque où tu faisais des aquarelles que tu découpais et que tu mettais dans des décors réels. Ouais, dessin découpé, ouais. Ouais, et j'avais vu sa version de Vince Angelino, et j'avais trouvé vraiment génial, quoi. Donc je l'avais partagé, et de mémoire, je t'avais contacté direct en disant tu serais intéressé pour faire de la BD et tout. Un petit peu plus tard quand même. Un peu plus tard? Ouais, d'accord. Ouais. Moi, tu sais, c'est toujours pareil, hein, au niveau du temps, de la chronologie, ouais, t'avais pas mal de choses. Passe très vite. Et je t'avais renvoyé un dossier. Alors, c'était vraiment 2-3 planches que j'avais dessinées de mon côté, sur l'attaque de la Maison Blanche. Ça te dit rien, ça? Ah oui, si, c'était toi. Ouais, je me souviens c'était moi, plus, ouais. Et tu m'avais dit, ouais, non, ça, c'est trop chaud. Mais écoute, on va se mettre, Oui, et je t'avais branché, du coup, j'avais contacté Mathieu en disant, écoute, là, il y a un petit gars, là, je savais pas encore quel âge t'avais ni comment t'étais. Et j'ai dit, en tout cas, il y a un petit gars, là, qui a l'air bien motivé, qui fait des trucs vraiment super sur Instagram et tout. Visiblement, il a l'air d'être OK pour bosser avec nous. Donc, est-ce que t'as de la place sur Midnight Order? Donc, c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Très bien. Donc sur Midnight Order, donc en fait t'as d'abord démarré avec Mathieu. Ouais, c'est ça, ouais. Tu as refilé la patate chaude à Mathieu. Ouais, parce que moi il y avait pas de projet en cours qui pouvait fonctionner, et je sais que Mathieu était à la recherche d'auteurs pour Midnight Order. Ensuite, on a bossé ensemble sur un segment de Doggy Bags. Non, du coup, c'était ce qui est devenu après le Reader, mais à l'époque, c'était pour Doggy Bags. Ouais. Pendant la période Covid, on avait fait d'ailleurs toutes nos réunions de travail en direct pendant le confinement. Donc, les gens pouvaient même, s'ils voulaient, entre guillemets, non seulement assister à l'élaboration du scénario, mais même participer. D'ailleurs, dans ce segment-là, les commentaires. Oui, vous les aviez intégrés dans l'histoire. Ouais, on avait demandé aux gens, écoutez, si la scène se passait véritablement, quel genre de commentaires vous feriez sur les réseaux sociaux? Et puis ils avaient fait toute une liste, et puis ensuite on les avait repris tels quels pour la BD. Donc, et c'est ensuite
Moi, je savais que de toute façon, voilà, il était rentré dans le clan entre Dans le guillemets. sérail. Donc je me suis dit bon bah on verra s'il nous propose un projet, etc. Il avait fait quelques dessins qui m'avaient interpellé sur Instagram. Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu voudrais faire de ce personnage-là? Il en savait pas trop. Il savait pas trop à l'époque. Et à un moment donné, il m'a proposé un projet de Battle Royale. Et je trouvais que pour mettre en scène ce Battle Royale, le lore était trop important. Il y avait beaucoup de questions qui se posaient et tout. Donc j'ai dit, il faudrait peut-être un truc beaucoup plus simple, beaucoup plus viscéral. Et de ce que je voyais de ses dessins et tout, souvent, il dessinait des personnages vraiment mal en point, blessés, qui pissent le sang et tout. J'ai dit, mais moi, ça m'a l'air tout indiqué pour un slasher, ton truc, en fait. Et c'est comme ça que ça a commencé. Très bien, Rose, je me tourne vers toi un petit peu. C'est vrai que c'est par Insta que Ren t'a rencontré, enfin a fait ta rencontre virtuelle. Mais après, tu dessines aussi t'as fait aussi tes propres bandes dessinées comme Orage ou Bouland. Comment tu as alterné en fait entre ta production de bande dessinée et aussi ces fan art que tu te prends le temps de faire et qui, je sais pas si tu le vois comme ça, mais te servent aussi de carte de visite peut-être. Ouais, ça m'a apporté du travail, clairement. Ça me détend aussi parce que contrairement à Ron, moi j'aime beaucoup dessiner et ça me détend de dessiner. Et le truc c'est que j'ai bossé, en fait j'étais sur la fin avec Dupuis quand je bossais avec Ron et ça a été la passation a été assez compliquée quand même parce qu'il y avait pas mal de choses à gérer des deux côtés. Et donc voilà, et non, ça c'est très bien fait, mais ouais, sinon moi je kiffe dessiner. Depuis quand? Depuis tout petit. Moi j'avais pas la télé chez moi. J'avais pas la télé. Alors moi aussi, mais regarde, moi je dessine pas. Oui, ouais, mais ma mère dessinait, comme je vous ai dit. Oui, t'as une révélation à nous faire. Ouais, j'ai un arrière grand-père qui s'appelle Léon Bennett qui travaillait avec Jules Verne, enfin avec son éditeur. Parce que je crois il a jamais rencontré Jules Verne, mais en tout cas il bossait avec son éditeur qui s'appelle Hetzel. Et donc en fait dans la famille il y a eu tout ce truc au niveau de l'art et tout. Ma mère elle a fait des expos aussi, alors c'est de l'abstrait donc ça a rien à voir. Mais on a toujours eu ce truc là du côté de ma mère, parce que du côté de mon père c'était beaucoup plus milieu ouvrier. Moi mon père quand je lui ai dit que je voulais faire du dessin il m'a dit c'est quand même mieux plombier. Donc ça a rien à voir. Et donc voilà en gros. Hein. Très bien. Et tu peux un peu juste nous parler de tes influences parce que d'aucuns remarquera dans ton dessin que le manga a participé à l'élaboration de ton imaginaire. Alors, au début, j'étais très franco-belge, les tuniques bleues, Tintin, Astérix, tout ça et tout. Enfin, et encore, je trouve que ça me plaisait pas plus que ça, mais il y avait que ça. Donc Gaston Lagaffe. Genre chez toi ou à la bibliothèque ou... Chez moi, mon père il avait le baron, comment ça s'appelle le baron Munchausen? Non. Les mecs qui ont fait l'Incal, tout ça et tout. Ah oui, les Métabarons. Métabarons, voilà, il avait des BD comme ça que j'avais lu l'Incal aussi qui m'avait trauma. Oui, c'est pas des BD pour les petits en général. Surtout pas les Métabarons d'ailleurs. Ouais. Et en fait, j'ai découvert Dragon Ball et Dragon Ball c'était une bouffée d'air frais. Dragon Ball Z, et je suis rentré dans le manga par ce biais-là. Et après, mes influences, je dirais Masanori Morita, qui est assez peu cité en fait, même dans mes interviews, mais genre c'est vraiment celui qui m'a le plus touché avec Rakai Blues, Rookies. J'aime beaucoup Young GTO, donc pas le GTO, mais le Young GTO quand il est jeune et quand le dessinateur savait pas dessiner, mais je trouve que ses blagues et son découpage, c'est incroyable, c'est tellement marrant. C'est le seul manga qui m'a fait pleurer de rire. Donc c'est. Alors que t'as pas lu Dr. Slump? J'ai lu Dr. Slump, mais ça t'a pas fait pleurer. Ouais, mais j'ai lu plus tard. Moi, j'arrête ce podcast. Mais j'ai lu beaucoup plus tard Dr. Slump. Mais ouais, voilà, grosso modo, mes influences, Masanori Morita, DBZ forcément, Young GTO, une grosse influence. Et voilà, et puis aujourd'hui je dirais One Piece parce que malgré tout ça reste quand même un truc énorme quoi. Donc et on sait que t'es un gros Yankee de One Piece, tu as tous les tomes. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu fais les nuits One Piece pour te procurer. Pas à ce point. Non, pas. Tu peux le dire, il y a plein de gens qui le font. C'était compliqué ton premier projet signé, ça se passait comment t'es devenu professionnel? En fait j'ai été contacté par Dupuis sur Instagram et en fait c'est pour ça qu'Instagram là j'avais quitté les réseaux pendant un an et demi à peu près. Là j'avais beaucoup de mal avec ça. J'en avais parlé à Ron, j'avais dit que j'avais un petit trou de création, je savais plus trop où je voulais aller, ce que je voulais faire et tout. Et c'était en 2018 j'ai été contacté par
un éditeur de Dupuis qui bosse plus chez eux maintenant, qui s'appelle Julien, et qui m'a proposé un projet où c'était totalement libre. Donc j'ai proposé Bouland que j'adore et qui est sorti là récemment en papier. Voilà, et ensuite on a bossé sur... Et c'était pour du webtoon aussi, non? C'était pour du webtoon, ouais. C'était pour du webtoon, mais en fait, comme j'ai dessiné les trucs, c'est en tradi. En fait, c'est comme si c'était des planches après, basiques. tu peux le quoi. transformer en planche. C'est ça. Et après, j'ai travaillé sur Orage avec eux. Et à ce moment-là, bah, c'est à ce moment-là où j'ai rencontré Run. Je pense, on s'était déjà rencontrés, mais ils m'ont filé du taf. Je devais être à la fin du premier tome d'Orage. Et non, de la fin du webtoon. Et donc après, il y avait le format papier qui arrivait. Et j'ai chaud là. Bah alors, Oh putain. qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, le fait de parler et tout, je suis pas à l'aise. Bah, tu me dis, hein, si tu veux nous faire une petite pause et pas t'inquiète, moi. Non. Et respire, hein. Non, mais ça va. C'est la première fois, tu sais, en 10 ans de podcast, c'est la première fois que j'ai un auteur qui fait fou quand même. Ouais. C'est pas. Ouais, non, franchement. Frère, si je te fais autant d'effets, Alors, je me dis, moi, je suis flatté, hein. Soit il y a des bails qu'on connaît pas et que là, ça lui revient en mémoire et il se dit, oh putain, je pars dans un drôle de truc. Soit il a vraiment chaud. J'ai vraiment chaud. Mais je pense que je suis gêné déjà de parler sur les podcasts en général et parler devant des gens, c'est encore pire. Mais en fait, j'ai toujours ce truc où je me demande en fait comment vont être pris les choses que je dis et j'imagine toujours quelqu'un qui dit putain mais tu parles pas n'importe quoi. Si tu commences à penser à ça, déjà tu démarres pas en faisant l'éclair, tu vois. Oui. Et puis ensuite, si t'as trop chaud, arrête de regarder Arnaud dans les yeux. Moi je regarde, tu vois, je regarde droit devant moi, je le regarde pas. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à dédicacer. Si seulement c'est pour ça que parfois je me dis qu'effectivement que la vidéo ça pourrait être rigolo parfois pour ce genre de podcast, même si clair, mais imaginez-vous la scène, on est dans une sorte de gros cube de verre dans les locaux de Rue de Sèvres. Il fait chaud. Il y a une pile de bouquins que Rours essaie de dédicacer en même temps qu'il tient un micro et bien entendu c'est assez compliqué. Peut-être l'effort physique d'ailleurs qui fait que peut-être. Mais c'est vrai que j'avais remarqué qu'il faisait chaud et d'ailleurs la fenêtre est ouverte. Ouais. Mais bon, ne parlons pas du temps non plus parce que là par contre on peut être sûr que les auditeurs sont pas là pour qu'on parle de la température ambiante. Clairement. Ouais, donc Run, ce que tu me disais avant, c'est que en fait Jaune ça démarre donc d'un dessin d'un des personnages de Jaune. Alors on dira pas lequel en l'occurrence, mais donc il y avait quand même ce chara-design avec ce ciré et c'est ça qui va vous inspirer en fait d'aller là-dedans. Là je me suis dit tout est là en fait, il y a pas besoin de chercher plus. Et pourquoi tu l'as dit un peu qu'il y avait aussi ces histoires de personnages de gueule cassée en fait que Rours dessine qui t'ont indiqué qu'il fallait aller vers le registre du slasher, donc il y a quelque chose d'assez codifié. Est-ce que tu peux un peu juste nous le définir et nous dire si toi à titre personnel t'es un grand amateur de ce sous-genre horrifique? Oui, alors plusieurs choses à évoquer. Donc déjà premièrement le fait qu'il dessine des personnages blessés qui perdent beaucoup de sang, etc. Je me suis dit il y a une appétence pour ce type de dessin, tu vois, donc il va pas être gêné aux entournures si je lui dis vas-y rajoute de l'hémoglobine, etc. Donc déjà de base ça. Ensuite le slasher, pour ceux qui ignorent encore ce que ça pourrait être, c'est un sous-genre cinématographique de film d'horreur qui est très très codifié, dans lequel il y a en règle générale un tueur de grande taille, souvent c'est même une force de la nature qui est soit masqué soit défiguré, qui tue de manière systématique un groupe de jeunes les uns après les autres à l'arme blanche en règle générale, et de préférence la nuit. Donc c'est quelque chose qui est encore une fois très codifié, et moi ce que j'aime dans ce type d'œuvre codifiée, c'est qu'on peut jouer avec les codes à la fois pour donner aux gens ces codes-là et aussi pour s'en défaire de temps en temps. Donc moi j'aime toujours, pour moi la lecture, une bande dessinée c'est quand même une relation entre l'auteur et le lecteur, quoi. Et j'aime bien vraiment le balader un peu, tu vois. Pour moi c'est vraiment c'est presque un ping-pong avec le lecteur, mais à distance, tu vois. Donc je trouvais que le genre s'y prêtait très bien en fait pour encore une fois se jouer des codes et puis de temps en temps les détourner, etc. Donc en gros nous ce qu'on a essayé de faire c'est tout simplement de revisiter le slasher de manière à ce que les gens qui rentrent dans le projet aient l'impression d'être dans leurs chaussons, tu vois, ceux qui connaissent. Ça commence tout simplement avec le sempiternel
camp de vacances avec des jeunes, tu vois, la légende d'un slasher qui errait dans la forêt, etc., etc. Et puis ensuite, on essaye d'emmener les gens vers d'autres thématiques, vers peut-être des surprises, vers des choses un peu régressives et gore, mais avec une forme de bonne humeur quand même, j'ai envie de dire, non? Ouais. Il y a pas beaucoup d'espoir quand même dans. Non, mais je sais que par exemple Florent, quand il a lu Jaune, il dit il y a un côté jouissif. Ouais. Tu vois, donc c'est quand je dis une forme de bonne humeur du côté du lecteur, je parle. Ouais. Même si moi je trouve qu'il y a des scènes qui sont même un peu difficiles. Ouais. Il y a quand même ce côté régressif qui fait que t'es embarqué dans le récit, quoi. T'as un appétit pour les slashers en général, t'en regardes beaucoup? Pas tant que ça en vérité. Plutôt quand j'étais jeune. De toute façon, le projet s'adresse à la fois aux jeunes. L'idée c'était aussi de recruter des lecteurs un peu plus jeunes, ne serait-ce que par rapport au format qui se rapproche un peu plus du manga, mais aussi des vieux comme nous, entre guillemets. Alors, on n'a pas le même âge, mais en tout cas, des gens qui ont grandi avec le slasher. Moi, le slasher, c'est un genre qui était quand même à la mode dans les années 80. Bah ouais. 90, on en a vu un peu moins, puis il y a eu une espèce de renaissance dans les années 2000 avec Scream, etc. Moi, je suis moins client de cela. Moi, j'aime bien vraiment les old school où il y avait la brume avec des lumières un peu bleues, tu vois, ce genre de truc. Et l'idée, c'était d'essayer de recruter des nouveaux lecteurs et puis de contenter les gens qui connaissent le slasher à l'ancienne, quoi. Et toi, Rour, c'est un registre que tu aimes bien en général ou Ouais. J'ai un pote qui est un fervent défenseur des films d'horreur à la Bad Test, tout ça, genre et il m'a mis dans les Vendredi 13, les Jason, les Halloween et tout, et franchement, ouais, j'avais bien aimé. Après, j'en ai pas vu pendant 10 piges, mais ouais, c'est assez sympa. Ça passe une soirée, quoi. Tu vois. Ouais. Moi là tu vas me froisser. Parce que j'adore les films d'horreur et les slashers aussi. Ouais. Bah ouais, après c'est vrai que en soi, moi ce que j'aime bien dans la figure du slasher, c'est ce côté presque parfois mythologique, limite super-héros du mal. Oui. C'est vraiment ça que j'aime bien. Après pour le reste, je trouve ça toujours un peu bas de plafond, mais c'est le genre qui veut ça, tu vois. Et aussi, forcément, il y a ça noue un petit peu avec les giallo italiens, les gialli, pardon, hein, scénarii, donc c'est les gialli italiens. Exactement. Où il y a quand même aussi pas mal de nudité, où la sexualité se paye d'une manière ou d'une autre dans les slashers. Donc c'était aussi tous ces codes-là qu'on voulait traiter, alors pas forcément en profondeur, hein, juste au moins évoquer. Tu vois, déjà on démarre avec une scène sous la douche qui nous renvoie directement à Psychose. Puis ensuite, on continue avec d'autres clins d'œil à gauche à droite, mais encore une fois, c'est aussi pour jouer un peu avec le lecteur et son référentiel. Même tes références, tu disais ceux des années 80, pour toi, c'est quoi? Juste pour une parenthèse cinématographique, c'est quoi ton slasher préféré? Alors moi, mon slasher préféré, je ne sais même pas si on peut le ranger dans la catégorie slasher pur, c'était Freddy. Ah bah si, quand même. Ouais, mais les griffes de la nuit, bah si. Oui. Comme il tue dans le sommeil, c'est un peu différent, je trouve. Bah, il s'en prend à des jeunes et il a l'arme blanche et il revient tout le temps. Slasher paranormal, quoi. On va dire croque-mitaine, slasher paranormal. Mais j'aimais bien Freddy, j'aimais bien ce côté en plus irrévérencieux et un peu humour macabre et un peu pareil, un peu bas de plafond, mais en même temps assez sarcastique. Et puis moi, tu sais, quand t'es jeune, t'es un peu edgy, genre, tu voulais passer à la télé, ben t'y es à la télé, tu sais, puis t'as la fille qui a la tête enfoncée dans la télé. Moi, j'étais jeune, je trouvais ça génial, terrifiant en même temps. Donc il y a quand même ce côté-là que j'aimais bien dans Freddy. Et sinon, en termes de design pur, ça serait plus Jason Voorhees du Vendredi 13/7, je pense, quand il est vraiment plus zombie, où il a une carrure vraiment balèze, et puis on voit son dos et on voit un peu de ses muscles, on voit même carrément un bout de la colonne vertébrale et tout. J'aime bien ce personnage. Voilà. Après, pour le reste, moi je suis pas du tout renouveau du slasher dans les années 2000 là. Et Scream et tout, j'ai pas accroché. Pour moi, c'était même limite parodique, tu vois. Donc ça faisait même pas forcément partie de tes références pour Jaune. Non, et Jaune, on n'est pas dans la parodie, hein. Ça c'est un truc aussi que je veux dire, on est vraiment full premier degré. Complètement, non mais on y reviendra, et c'est un truc qu'on a particulièrement apprécié aussi. Rour, je me tournais juste aussi de ton côté pour savoir si t'avais des slashers favoris ou pas. Bah moi pour le coup, j'aime bien Scream, le 1.
J'ai beaucoup aimé Scream 1. Et sinon, j'étais plus zombie de base, mais je dirais Scream et Souviens-toi l'été dernier et Jason, ouais. Jason. Des vendredis 13 également. Freddy contre Jason, non? Freddy contre Jason, qui est pas terrible, mais. Bah, en fait, il est cool quand même. Il est jouissif dans le sens où c'est ce que t'attends, quoi, en fait. Et voilà, qui va gagner, tu vois. Ouais. C'est ça. Bon, je dis, il est pas terrible, je crois que j'ai 3 fois en DVD, un truc comme ça, mais 3. J'avais bien aimé pour le côté un petit peu popcorn, quoi. Voilà. Ah, c'est complètement ça, de toute façon, tu t'y vas, j'ai envie de dire, même comme pour un Deadpool et Wolverine aujourd'hui maintenant, en fait, tu sais pourquoi tu y vas, pour l'avalanche de morts, de combat entre deux mecs immortels. Mais qui est pas si fou, le combat. Non. Ça aurait dû être 1h30 de combat complètement taré, ça m'aurait. Bah, mais après, ce qui est marrant aussi, c'est le massacre à côté, quoi. C'est le jeu de massacre qui est à côté. Qui est concours entre les deux, quoi. Donc. Genre, c'est moi le plus gros tueur, c'est concours de bits comme ça qui est assez. Mais c'est vrai que tu l'as abordé juste avant, mais dès le départ, vous avez pris aussi cette décision parce qu'en fait, effectivement, comme le slasher, en fait, c'est vieux, quelque part. C'est un genre qui a maintenant, je sais pas, un demi-siècle, hein, on peut le dire. Et qui est ultra codifié aussi. C'est très très dur de se renouveler. C'est vrai que ce qu'ont pu faire des Scream jusqu'à encore aujourd'hui et d'autres films parfois, c'est je pense même à un film comme Final Girl où parfois c'est une fille qui se retrouve en fait dans les slashers qu'avait tourné sa mère par exemple, tu vois, et qui devient la Final Girl. Mais vous décidez dès le départ de faire quelque chose qui est premier degré. Vous serez pas dans le méta commentaire, vous serez pas dans la parodie. Toi, ce que tu dis, c'est quels sont les ingrédients. Alors après, en jouant avec les ingrédients pour certains, mais t'es quand même là, on dit, on va reprendre les ingrédients tels quels et on va le faire. Il y a pas de slasher en BD, j'en connais pas en tout cas. Alors peut-être dans le manga il doit y en avoir, j'imagine. On est en train de préparer, alors peut-être qu'il sera en ligne quand le podcast sera en ligne, un mini dossier justement sur Comics Blog aussi pour parler des slashers en comics. Il y en a quelques-uns. Ça m'intéresse bien. Mais voilà, donc on en parlera, enfin tu verras à l'écrit quoi. Mais oui, en bande dessinée pure et dure, effectivement, c'est pas non plus, j'ai l'impression quelque chose qui est beaucoup quoi. Vas-y, continue. Ouais, donc encore une fois, un premier degré à fond, et puis surtout pas parodique, même si des gens vont y voir de la parodie, parce que c'est presque déjà parodique un slasher. Tu vois ce que je veux dire ? C'est tout le temps la même chose entre guillemets. Tu vois, des fois les meurtres sont quand même grotesques. Tu vois, des meurtres qui étaient giga choquants il y a 40 ans, tu les revois aujourd'hui et limite tu rigoles un peu. Tu vois, donc la limite est très fine finalement, mais nous en tout cas quand on écrit les personnages, quand on écrit ce qui s'y déroule, on est premier degré à fond à fond, tu vois. Super sérieux. Ouais, donc on sait qu'il faut un money shot, on sait que les morts doivent être un minimum, tu vois, à défaut d'être impressionnante, que la mise en scène soit, tu vois, que tu sais pourquoi tu viens, tu vois, tu viens pour ça. Mais après, dans tout l'écriture des personnages, etc., on se permet d'autres choses. On essaye d'être parfois un peu plus subtil, de lire entre les lignes. On pose des questions. Il y a des thématiques qui sont liées, par exemple, au harcèlement, même si c'est quelque chose qui est pas nouveau, ni dans le label 119, ni dans la BD en général. C'est quand même là en toile de fond, tu vois. Donc ouais, j'espère que les gens comprendront le projet. C'est ça surtout. Ouais, parce qu'il y a aussi un risque, c'est qu'en étant premier degré, tu tombes aussi dans des archétypes, en fait, dans des personnages qui sont ultra connus et que tu tombes en fait en fait, c'est difficile d'avoir cette fine nuance entre l'archétype et le cliché. À fond. Et ça, j'imagine que c'était une angoisse au-dessus de vous. Pas une angoisse, mais on s'interroge des fois. Tu sais, on s'est déjà appelé genre, ouais, mais tu vois, à l'heure des violences faites aux femmes, est-ce que ça s'est pas tendu comme scène et tout? On se pose vraiment des questions, mais en même temps, on se dit, ouais, mais c'est un slasher, donc à un moment donné, voilà, ça fait partie du code, tu vois. C'est pareil, la sexualisation de certains personnages, on y va pas. On fait quoi? On fait un slasher ou on fait, tu vois? Donc on y va. Donc si tu veux, il y a pas de complaisance à montrer ce qu'on montre. Voilà. C'est juste nécessaire, selon nous, pour faire avancer l'histoire et pour qu'on comprenne les personnages. Pour bâtir ces personnages, vous l'avez fait ensemble? C'est Rours, tu faisais des caras et vous développez une personnalité, ou c'est toi qui avais des idées? C'était un ping-pong, hein. Ouais, c'était un ping-pong. Clairement, tu on avait des archétypes. On est là pour parler de dessin, pas de sport, s'il vous plaît, quand même. On avait des archétypes présents, tu vois, genre lui, c'est plus ou moins ça, elle est plus ou moins comme ça, etc., etc. Et puis ensuite, voilà, on écrit
Puis après, le personnage, au fur et à mesure de la scène, tu vois, il s'affine un petit peu. Mais ouais, c'était ça, toi, quand tu m'as envoyé les character design. Ouais, c'était ça, ouais, mais. Je me suis dit, ouais, effectivement, je retrouve ce genre de caractère, etc. Ouais, ça a été assez simple, hein. Bah ouais. Ouais. Bah après, c'est un petit peu. C'était bidon. C'est facile, le dessin, c'est ça? Non, mais c'est un petit peu la bande d'ados américains, en fait, que tu vois dans les films en général, en fait. On s'en est inspiré quand même d'une certaine manière, tu vois. Oui, avec le nerd, voilà, qui est un peu en retrait, le bully, la pom-pom girl, on va dire, mais. Ouais, c'est ça, exactement. On voulait pas non plus en faire des personnages détestables. On voulait faire que l'ensemble arrive à quelque chose d'abominable, mais que pris individuellement. Oh, il y en a que tu peux détester quand même, pris individuellement, pour le coup. Ben, tu te dis toujours, est-ce que la personne serait comme ça dans un autre environnement? Tu vois, nous, c'est comme ça qu'on a pensé les choses. Alors oui, par exemple, moi, je pense que Justin. Oui, non, Justin, c'est quand même une ordure. Ouais, c'est un sale type. Mais il se fait vite entraîner. En fait, c'est une forme d'entraînement. Mais c'est comme le harcèlement, je veux dire, scolaire ou autre. Les gens tout seuls, ils feraient rien. Et puis c'est parce qu'il y a un phénomène de groupe qu'on se permet de plus en plus de choses, jusqu'à parfois arriver à des choses. Dans Jaune, il y a des trucs des réminiscences de faits divers qui me sont revenus. Donc je me dis, ouais, putain, ce genre de truc, c'est arrivé, tu vois. Attirer un pote dans un bois et puis de le tuer et de le terminer avec une pierre, c'est un fait divers français, par exemple, ça. Et d'autres faits divers qui c'est pas qu'ils m'ont inspiré, c'est que je les ai en tête. Ça m'a tellement choqué à l'époque que ça m'est resté. Et donc, forcément, quand t'écris, ça te revient, en fait. Puis je pense qu'on montre bien aussi à quel point ça peut déraper rapidement et un truc banal vire au drame d'un coup, en fait. Ouais. Tu vois, moi, c'est un truc qui m'avait frappé quand même quand je dessinais les planches. C'est que t'avais quand même ce truc, ça switchait à un moment, quoi. Alors que tu t'attends pas à ça, quoi. Et puis, il y en a pas un pour dire stop, quoi, en fait. Ouais, mais l'effet de groupe. Bah, c'est ça, en fait. Ouais, donc ça, c'était vraiment quelque chose de central, en fait, dans votre histoire aussi, de voir comment, même si individuellement, en fait, on peut être normal, on va dire, en fait, de devenir, en fait, un vrai salaud quand tu te fais entraîner dans une bande. Oui, parce que des souvenirs de colonies de vacances à exorciser, peut-être. Bah, entre autres, moi, je l'ai déjà dit, je crois, mais moi, quand j'étais gamin, j'étais plus du côté des harcelés que des harceleurs, hein, si tu veux. Donc, j'avais juste plus de répondants que d'autres qui en avaient pas. Mais en vérité, j'avais le profil, quoi. Donc, les mécanismes du harcèlement, je les connais. Je les ai vécus. Donc, je sais comment ça tourne et je sais. Enfin, je savais de manière intuitive que ça pouvait aller encore pire si je faisais rien. Donc, j'arrivais à mettre les hauts là, en fait. Mais malheureusement, il y a plein, enfin, tu vois, des faits divers qui. Oui, on en a vu encore ces derniers mois. C'est ça, qui conduisent au suicide ou qui conduisent à des tabassages en règle et puis on balance la nana dans l'eau. Ça aussi, c'est arrivé en France, à Paris, il y a pas si longtemps que ça. Donc. Ouais, donc voilà, encore une fois, c'est pas la thématique, hein, mais ça contribue au récit et à rendre le truc un peu finalement, à défaut d'être inquiétant, ouais, puis quand même angoissant. Il y a quand même. Ouais, c'est anxiogène. Ah ouais, c'est anxiogène, je trouve, ouais. Ouais. Dans le design des personnages. Ça t'est venu comme ça, en fait, quand tu les dessines, ou t'as des références un petit peu je sais que à la rencontre libraire que vous avez fait pour Jaune, on t'a parlé de C17. Oui, ça c'était une demande de Run qui m'a dit elle ressemblerait un petit peu à C17, donc moi je l'ai fait brune, vraiment, je voulais pas d'une blonde, parce que déjà que mon style a des appétences à la Dragon Ball, donc je me suis dit si je la fais blonde, ça va vraiment être C18. Donc, et là, t'aurais voilà. des problèmes avec les ayants droit de Toriyama. Ouais. Mais en vrai, moi, j'ai dessiné les personnages. Les personnages, en fait, pour moi, dans ma tête, c'était vraiment, ils peuvent tous être des héros, en fait, de l'histoire. C'est vraiment ce que je voulais, c'est-à-dire qu'ils soient tous stylés à leur manière.
Je voulais pas qu'il y en ait un qui sorte un petit peu du groupe, même si peut-être des gens vont dire ouais mais Clément ça se voit que c'est pas le héros ou quoi. Ben oui, mais en vrai on aurait pu faire un Clément héros. Ça pourrait être un mastermind, tu vois. Ouais, non mais c'est ça, tu vois clairement. De toute façon, dans la BD, à un moment donné, il y a une page où on les voit tous, tu vois. Et ça c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'avais pas du tout anticipé. Pour moi, c'était des ados entre guillemets, on va dire normaux. Et c'est vrai que quand lui, il les a héroïsés, à un moment donné, on dirait presque les Avengers. Tu vois, ils sont tous. Il y a une pleine page et ils sont tous côte à côte. Et je me disais, c'est vrai que ben ça, tu vois, c'est le truc de Rours. Moi, j'aurais pas imaginé ça comme ça. Et je trouvais que ça marchait. Tu vois, donc c'est vrai que. Ouais, c'est vrai que. Moi, pour moi, ils peuvent. Enfin, bon, c'est pas tous des héros, mais pour moi, ouais, c'était vraiment le but en fait. C'était que chaque personnage, on aurait pu faire la BD sur ce personnage. Quoi. Ouais. Et ça, c'est un truc de au feeling en fait. C'est au fil de vos discussions que vous arrivez à un moment à déterminer, ok, ça c'est le design qui fonctionne. Ça va très vite. Il a envoyé des trucs. J'ai dit ouais, vas-y, ça colle. Voilà. Après ce côté, comme je dis, Avenger du mal là, à un moment donné quand ils sont tous côte à côte, ça, je l'avais pas du tout anticipé ni rien. C'est lui qui l'a proposé. Et puis quand je vois la planche, j'avais pas vu ça comme ça. Mais en fait, ouais, ça fonctionne. Vas-y, c'est bien. Tu vois, c'est d'un coup tu rentres dans une autre narration. Et c'est vrai que moi, même si je lis du manga, etc., tu sais, c'est toujours la même chose. Quand t'écris, tu t'adaptes aussi au dessinateur, à ce qu'il aime. Et c'est vrai que des fois, t'es surpris dans le bon côté, quoi. Tu vois. En fait, entre le projet tel que tu l'as en tête et le projet tel qu'il sort, bah forcément, il y a eu des modifications. Après, il devient ce qu'il est. Tu vois, mais c'est vrai que moi il y a plein de choses que j'aurais pas fait comme ça et ça aurait peut-être été moins bien. Ça aurait été, moi les personnages, c'est vrai que je les aurais fait beaucoup plus, on va dire mainstream, moins iconisés en fait entre guillemets. Ouais, avec un chara design peut-être moins fort, moins de coupe en pétard, moins d'éléments comme ça. Mais du coup, maintenant c'est constitutif de l'ADN du projet. Ouais. Ça le devient. En termes de scénario, quand même, vous partez sur une série en 3 tomes. En termes d'intrigue, justement, comment ça se découpe? T'as quand même, toi, l'idée de tout ce qui va se passer sur ces 3 tomes, mais par contre, t'as écrit concrètement que le script du premier ou t'as tout écrit d'un bloc? Non, il y a, la fois dernière, c'était quand t'es venu à Lille. Ouais. On a repris les idées parce que pendant l'écriture du 1, comme on échangeait quand même pas mal, il y avait des idées qui venaient, des idées logiques par rapport à ce qu'on disait pour le tome 2. Tu vois, mais alors dans ce cas-là, on pourrait faire qu'à un moment donné, si on fait le personnage comme ça, ben du coup, il pourrait faire ça en tome 2 et tout. Donc, tu vois. Donc là, moi, mon rôle, là, c'est de récupérer tout ce qui a été dit, et puis ensuite de tisser le fil rouge. Mais oui, je sais exactement où je fous les pieds. On a discuté déjà beaucoup ensemble. La fois dernière, on a tout repris, ensemble pour raffiner un petit peu encore plus certains traits de caractère. Et puis pour le tome 3, c'est pareil, je sais exactement où on va, même si là c'est beaucoup moins affiné. Mais ouais, et l'idée c'est que chaque tome ait sa propre identité aussi. Tu vois, dans le tome 2, ça sera assez différent du tome 1 et le tome 3 encore différent. Sur le tome 3, on va plus partir sur le dialogue à proprement parler, plus axé, tu vois, enquête policière, un peu bizarre. Voilà. Ouais, pour varier les tonalités. On fera une partie spoiler après pour rentrer vraiment dans certains aspects de l'histoire et je mettrai une balise pour que les gens soient prévenus. Bah, je suis pas là pour juste effleurer le truc en fait, surtout quand j'ai la chance de vous avoir tous les deux au même endroit. Mais juste de façon plus générale, et ça on en avait déjà un peu parlé quand on avait fait le podcast pour le Low Reader 3, que vous n'êtes pas forcément amateur de grandes scènes de violence en tant que tel. Rours, tu me disais que, si je me rappelle bien, que t'aimais pas forcément dessiner des trucs ultra hardcore. Non, moi j'aime bien l'érotisme, mais j'aime pas le porno, les trucs trop durs. Non, je parle pour l'instant on parle de ras de cul après, mais de violence. Là, je te parle de violence. De violence. Ouais. Ouais. Et je disais que t'étais pas forcément un grand fan d'horreur. C'est symptomatique quand on parle de violence, il pense que lui. Hein, donc bah après ça en dit long sur ses propres pratiques, mais bon ça ne le fait que le regarder lui. Donc j'aime bien les personnages totalement détruits avec des cicatrices, beaucoup de sang et tout, les vêtements déchirés. Moi c'est voilà. Qu'est-ce que t'aimes bien là-dedans dans le fait de c'est le côté shonen DBZ en fait. Tu vois, les mecs ils se battent.
D'ailleurs, j'ai jamais compris comment ils faisaient pour toujours garder, tu vois, au niveau de l'entrejambe, leur pantalon, alors que tout le reste est parti. Ah bah, parce qu'ils se respectent. Oui. Non, mais c'est clairement ça, tu vois. Mais non, mais j'aime beaucoup, le combat, en fait. Moi, c'est vraiment un truc, tu vois, le combat, la baston, Détermination. Ouais, détermination, on va dire. Ouais. La détermination dans la baston. Mais donc, toi, d'un point de vue graphique, sur le côté sanglant, en fait, t'as pas trop de limites, quoi. Tu peux dessiner n'importe quelle scène de meurtre. Non, ça me dérange pas. Mais c'est Run a rajouté du sang sur certaines scènes, ouais. Toi, Run, t'es un fan de genre, t'es un fan d'horreur aussi quand même. Enfin, pour faire, et en plus, quand t'abordes le slasher, tu dis aussi, faut faire des scènes de meurtre où le lecteur s'amuse également, parce que quand tu vas dans un slasher, t'es là pour ça. S'amuse ou est choqué, ou en tout cas, il en a pour son argent, entre guillemets. Et moi, mon inspiration, c'est pareil, je la puise dans des souvenirs de vidéos que j'ai vues, alors pour le coup, des vidéos vraies, quoi, réelles, tu vois. Oui, c'est comme quand tu regardais des vidéos des gars qui se font découper à la tronçonneuse en Amérique du Sud. Ouais, c'est ça. Les cartels mexicains. Ça, c'était pour le Doggy Bags 3. Voilà. Mais là, il y a des trucs qui me reviennent où je me dis, tu sais, des coups de couteau à des endroits qui saignent beaucoup. Tu fais, ah ouais, ça saigne beaucoup, en fait. C'est-à-dire que c'est même plus que dans les films, tu vois. C'est choquant. Tu fais, ah ouais. Donc, ce côté-là, je voulais qu'il soit présent dans la BD, tu vois. Et mais après, c'est vrai que nous, la prod a été quand même un peu difficile pour plusieurs raisons. Donc déjà, les thématiques, etc., les scènes de violence et tout. Et il se trouve que le projet a commencé. Donc j'ai commencé à écrire au début de la chimio de ma femme, et lui il a posé ses crayons à la fin de la chimio de la sienne. C'est-à-dire que donc c'est un horrible point commun en fait. Il s'est passé que nos femmes ont eu un cancer du sein pendant la prod de ce tome. Donc rajoute à ça les thématiques, la violence et tout. Moi des fois même je me dis putain, est-ce que c'est bien le moment, tu sais, quand moi ça m'a sauvé, je pense, Jaune. Ouais. Je pense le fait, déjà, par rapport au chimio, par rapport au truc, tu m'avais prévenu, parce que moi, en fait, le truc. Oui, parce que en fait, t'avais un temps d'avance, donc tu pouvais lui expliquer comment ça marcherait. Disons que quand il m'a dit que quand à un moment donné, tu m'as parlé de ça, et tu m'as dit, ma femme, elle a un truc un peu bizarre, elle va aller voir le machin, mais elle a fait déjà des examens, et puis je dis, tu l'as le compte rendu du truc et tout, puis il me lit le compte rendu, et je fais. Prépare-toi. Tu connais, ouais. Prépare-toi, parce que là, je pense que t'as bon, parce que je sens, tu sais, moi j'avais épluché les trucs et tout, tu vois, comme je peux être sur Short Story. Laisse tomber, quand ma femme elle a eu ça, c'était pareil, c'est-à-dire que je me posais plein de questions. Je venais aux rendez-vous médicaux, si bien qu'à un moment donné, je me suis dit j'ai arrêté d'aller aux rendez-vous médicaux parce que j'ai l'impression que c'est plus anxiogène pour ma femme. Ouais. Parce que moi je veux avoir 3 coups d'avance, donc forcément je pose des questions qu'elle avait même pas elle anticipées ou imaginées. Et je sentais bien que du coup elle se disait ah bon, ça peut arriver ça, tu vois. Donc après c'est tout, j'ai arrêté d'y aller. Mais du coup c'est vrai que quand Rours il m'a parlé de ça, j'ai fait ok, prépare-toi. Maintenant je me disais putain, là il va falloir faire une scène vénère. Je sais que quand t'es dans cet état d'esprit là et que ta femme a un problème comme ça, etc., c'est quand même tout ton univers qui bascule, tout ton quotidien, et t'as peut-être pas forcément envie de dessiner des trucs dark et tout. Ouais. Donc c'est vrai que moi des fois je marchais un peu sur des œufs, et je pense que le fait que ma femme a eu ça aussi, comme je dis, j'ai commencé l'écriture alors qu'elle a commencé sa chimio. Je pense que d'une certaine manière ça se ressent aussi un peu, quoi. J'écris pas, tu vois, par exemple il y a pas d'humour dans Jaune. Non, pas trop, non. Tu vois, le seul truc qui pourrait éventuellement être, on va dire, humoristique, c'est de voir des scènes d'une extrême violence qui te rappellent des films et que tu te dis ah ouais putain ils sont allés, tu vois, et ça crée peut-être ce truc, mais avec le Short Story d'ailleurs c'est les 2 seuls trucs où je mets 0 humour en fait. Ouais. Et toi Jaune, par contre toi Rours, au contraire peut-être que ça t'a permis de sortir de ce quotidien qui on imagine ça a été dur en plus parce que moi j'avais quand on a appris pour ma femme, j'avais un enfant de 8 mois.
Enfin, j'ai toujours un enfant de 8 mois. Enfin, il a un peu plus maintenant. Ouais, là, maintenant, il sortait de l'hôpital. 18. Il sortait de l'hôpital aussi. D'accord, ouais. Parce qu'en fait, il faut savoir, c'est que là, c'était quoi, ça, en janvier ou février? Je sais plus c'était quand. Moi, les dates. Ouais, je crois que c'était en janvier. Ron, il m'appelle une semaine avant et il me dit, mec, va falloir avancer sur jaune. Une semaine plus tard, ma voiture me lâche. Mon fils, il est à l'hôpital. Et là, je me dis, ouais, ça va être chaud. J'ai Ron au téléphone toute cette semaine. Et heureusement, d'ailleurs. Parce que tu m'as bien aidé. Et on apprend la semaine d'après que ma femme a le cancer, quoi. Tu vois. Donc, waouh. Là, tu te fais putain, c'est chaud. Et en vrai, tu vois, le fait de discuter avec Ron, après on avait les amis, on avait la famille qui était là. Et en vrai, ça m'a fait tenir. Et je pense le fait que je dessine jaune aussi, que même Ron m'ait dit, bon mec, faut mettre la gomme et tout. Moi, je pouvais pas lui dire, non, moi je dessine pas là, je suis pas bien. Et au contraire, je pense que ça m'a sorti justement d'une période où je me laissais un petit peu aller graphiquement, je me laissais un petit peu aller tout court en fait, d'un point de vue dessin. Je pense que j'avais plus vraiment d'objectifs, je pense que je m'étais pris un petit peu la naissance de mon fils. Donc là, on parle avant qu'il soit à l'hôpital et qu'on apprenne pour ma femme. Donc je pense que je m'étais pris un petit peu les mauvaises nuits, tout le truc. Ouais, ça change. J'imagine que ça change pas mal de choses. Ouais. Après, c'est vrai que moi, la semaine d'avant, j'avais dit, écoute, il va falloir mettre la gomme. Après, quand il y a eu la nouvelle qui est tombée, la question s'est posée de, bon, écoute, est-ce qu'on fait le truc ou pas, je disais, écoute, si on stoppe, on stoppe. Comment tu le sens? Lui dit, non, je veux le faire et tout. Je dis, mais t'es sûr de ton coup? Parce que je sais ce que c'est, quoi. C'est difficile. Donc, il voulait le faire. Donc, j'ai dit, je lâche let's go, on y va. On le fait. Mais bon, c'est vrai que c'est un contexte assez particulier. Et puis, ça l'a fait. C'était le baptême du feu, là, quand même. Ouais, mais de toute façon, cette année, c'était chaud, là. Là, j'ai chaud, là, mais c'était chaud. C'était une vraie année. Du coup, c'est vrai que par rapport à ce qu'on voulait faire à la base, ça. S'il y a eu des changements, alors, tu penses? C'est pas ça, c'est en termes de productivité, forcément, ça a quand même beaucoup influé. De toute façon, nous, quand on s'appelait, c'est simple. Si on s'appelait 3 quarts d'heure, les 30 premières minutes, on parlait cancer, en fait. Tu vois. Ouais. Donc, prenez des nouvelles, machin, la chimio, comment elle le supporte, sinon il y a tel truc. Demande peut-être à l'hôpital, tu sais, il y a tel truc et qu'ils peuvent leur donner. Je sais que moi, ma femme, ça l'a aidé, machin et tout. Donc, tu sais, c'était beaucoup de conversations comme ça. Et puis après, c'était, bon, allez, du coup, t'en es où? Donc, tu vois, il y avait ça. Il y avait aussi, je pense que toi, ça t'a aussi un peu ralenti dans certains trucs. Au début, on avait prévu de faire le tome 1, d'attaquer le tome 2, mettre le tome 1 au frigo pour faire une sortie beaucoup plus rapprochée. Ouais. Bon, du coup, on s'est retrouvé finalement à une date où on s'est dit, bon, tant pis, il y a pas le 2, il est pas au frigo, mais tant pis, on y va. C'était le plan, c'était de le sortir pour Halloween. Bon, tous des trucs comme ça. Après, encore une fois, malheureusement, c'est le lot aussi de beaucoup de gens. Puis voilà, c'est tout. Il faut pas s'arrêter, en fait. Ouais, c'est un métier, on est là, il faut. Après, c'est aussi un équilibre à maîtriser entre ta situation personnelle, la façon dont ça peut influencer sur ton humeur et donc sur ton travail, mais aussi effectivement le fait que vous êtes auteur, que vous avez envie de raconter des histoires et que ces histoires, faut bien les raconter. Et comme tu dis, Rours aussi, que aller dessiner aussi et que le dessin peut t'aider aussi juste parfois à surmonter, je sais pas, mais en tout cas peut-être juste à t'appuyer un petit peu, tu t'appuies sur quelque chose d'autre pour penser. Parce que nous on bosse chez nous. Oui. Donc, c'est pas comme si t'as des collègues, les collègues ils te parlent d'autre chose, tu sors un peu la tête du truc et tout. Donc non, t'es dedans H24, il y a les enfants, bon bref, voilà, c'est tout. C'est pour ça que je vais à la salle d'ailleurs. C'est aussi pour parler avec des gens. Parce que, sinon moi je suis. Moi je parle pas à la salle. Non mais moi c'est une salle familiale. Moi je parle pas, je soulève de la fonte. Non c'est cool. C'est une salle non mais de toute façon il y a beaucoup de meufs et tout, tu vas pas aller discuter avec la meuf. Non il y a beaucoup de mecs. Et puis des bonhommes. Ouais. Tu vas pas aller discuter avec les bonhommes. Le seul mec à qui je parle en ce moment c'est mon kiné. Très important. Rose, mais justement tu travailles depuis chez toi et c'est vrai qu'il y a une approche double en fait sur cet album parce qu'en fait t'as fait une partie des planches en tradi, c'est ça, et en numérique. Exactement, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, toutes les planches en noir et blanc sont au tradi et toutes les planches en couleur sont en numérique. Voilà, c'est. T'as une préférence pour les deux ou c'est vraiment juste alors il voulait pas faire de tradi. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. La feignasse en fait. Ouais. Un peu. En fait, c'est Ron. Non, parce que c'est pas plus facile en numérique en vérité. Ouais.
Bah, c'est ce que disent les gens en général. Pardon, je suis désolé de te couper, Rousse, mais c'est qu'en numérique, c'est plus facile de revenir sur tes erreurs, de corriger. T'as quand même une certaine facilité que t'as pas en tradi, quoi. Mais le dessin est moins intuitif. Déjà, t'as pas la bonne taille. C'est con, hein, mais. Et moins de concentration aussi. Enfin, c'est pas la même concentration, moi je trouve. Ouais. Bah, le truc, c'est que quand tu bosses sur une page tradi, t'as l'échelle globale, t'as les proportions des cases claires. Quand tu bosses en numérique, t'es toujours zoomé sur ta planche. Des fois, quand tu remates, quand tu remates ta planche au final, tu fais ah merde, peut-être les cases se répondent pas si bien que ça et tout. C'est moins instinctif, je trouve. Bon bref. Dans le truc, En tout cas, c'était ça. Et puis c'est vrai que l'histoire aussi du noir et blanc. Moi, au début, j'étais parti sur un truc full noir et blanc. Lui, il voulait vraiment faire de la couleur. Pourquoi tu voulais faire de la couleur? Bah, pour moi, c'était un petit peu l'identité du label, quoi. Genre, moi, justement, j'ai grandi avec les mangas qui étaient très noirs et blancs et tout. Et je me suis dit, ce serait pas mal un manga avec une partie couleur quand même. Je voulais pas tout faire en couleur non plus. Parce que là, ça fait trop, peut-être. Non, je sais pas. Non, je crois que c'était moi qui avais fait. Je le sens pas tout en couleur, en fait. Ouais. Et moi, je voulais pas, d'un coup, on passe de la couleur en noir et blanc gratuitement. Donc là, il a fallu trouver en fait un prétexte, on va dire. Ouais, qui était évident. Hein. Mais facile. Sinon, moi, j'étais parti sur full noir et blanc. Parce que ce prétexte, enfin le prétexte qu'on développera un petit peu après dans la partie spoilers, mais il était le présent. Enfin, disons que la façon dont vous l'utilisez, c'était déjà présent dans votre script de toute façon. En noir et blanc, ouais. D'accord, ça aurait été la même chose. Très très bien. Et bah justement dans le slasher on parle de violence où il y a pas trop de retenue. Après les meurtres sont pas si gore que ça. Enfin je trouve que il y a pas d'intestin. Voilà. Si quand même. La scène du train. Bah la scène du train oui il y a voilà. Ouais, mais justement je trouve cette scène marrante. Et j'ai un pote qui m'en a parlé de manière marrante. Ah ouais. Ouais. Enfin, je veux dire. Mais il a juste un drôle de sens de l'humour, sinon. Mais... Non, mais il y a juste une tête qui a été dessinée. Ah oui. On dit pas laquelle. Et puis moi, dans le trailer, elle a crié encore. Oui. Ah oui, c'est vrai que vous avez vu le trailer. Moi, je l'ai pas encore vu quand. Mais moi, quand j'ai écrit cette scène et je l'avais storyboardé, je crois, cette scène. Oui. Encore une fois, j'étais en premier degré total. C'est-à-dire, je me disais, ah putain, t'es dans la bagnole et puis il faut sortir de la voiture vite et tout. Tu vois, c'était ça, moi, le truc. Et puis après, cette violence d'un train qui éventre une voiture, en fait. T'as déjà regardé des vidéos d'accidents de train? Ouais, alors, en fait, c'est pas que je cherche après, hein. C'est que j'en vois, je vois tellement de trucs, je sais pas, c'est les algorithmes, j'en sais rien quoi, mais des fois, je vois des trucs. C'est juste que ton historique internet est le plus sombre de l'histoire. Puis c'est choquant, tu fais. Ah ouais, mais le mec là-dedans, il vient quoi, tu sais. Puis après, tu reviens en arrière, tu dis, je vais essayer de voir si je vois le mec et tout. C'est là que normalement les gens détournent le regard et toi, tu appuies sur pause et tu reviens en arrière. Je me dis, comment ça se passe, tu vois, comment ça se passe. J'espère que le mec, il a rien vu venir, tu vois. Donc, des fois, c'est même pour me rassurer que je re-regarde des trucs. En me disant, j'espère que ça a été vite. Tu vois, bon, bref, mais tu vois, bon, bref. Mais tu mentionnais le storyboard, c'est-à-dire que justement, enfin par rapport à votre historique et aux difficultés que vous avez rencontrées pendant la BD, tu lui es venu en aide par moment, juste pour certains découpages aussi, vu que en fait. Bon, c'était pas vraiment en aide, c'était qu'il y a des fois quand t'écris, t'as une vision tellement précise des images que tu te mets que des fois, à ce moment-là, je t'avais dit, je crois qu'en plus on était un peu en retard pour X raisons. J'avais dit, si tu veux, moi je te fournis le story et tout, mais pas sur toutes les scènes, sur certaines scènes. Mais celle que t'avais bien en tête aussi, il y avait certaines scènes où tu me disais là je veux pile ça. Ouais, souvent les scènes finalement d'exécution, hein, c'était souvent celle-là. Ouais. Là par exemple, je sais que là on va rentrer dans son domaine dans sa zone de confort avec une scène dans le tome 2. Je dis mec, limite avant le script commence là, tu vois, il y a même pas besoin de script pour celle-là finalement. Donc en fait c'est toujours la même chose, c'est la zone de confort, c'est s'adapter l'un avec l'autre, c'est il y a des trucs sur lesquels je lui dis vas-y propose, fais un truc, il y a des choses sur lesquelles je vais plus facilement envoyer un story, et puis après voilà, c'est de la discussion, c'est encore une fois c'est organique, hein. De toute façon c'est le mot qui revient souvent quand oui, et à force en plus de parler de bande dessinée, tu t'aperçois que c'est pas des choses sur lesquelles t'as forcément un cahier de notes avec la méthode pour faire de la BD. Non, il y avait aussi, c'était la première fois où on bossait vraiment ensemble. Enfin, je veux dire. Sur un gros truc. Ouais, voilà. Et puis c'est vrai que on a commencé, c'était très puzzle, tu vois. Et c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup de mal au début à m'y faire, genre. Ouais.
Tu vois, ce côté un petit peu puzzle et tout. Oui, parce que moi, je voulais garder la continuité des scènes noir et blanc. Donc, on écrit toutes les scènes noir et blanc. Puis ensuite, viendront s'intercaler les autres scènes. Mais comme il avait voulu commencer par justement le numérique, on a commencé par une scène en numérique, ensuite on a basculé en full noir et blanc, ensuite on est revenu sur... Donc c'est vrai que... C'est aussi une question que j'avais sur est-ce que vous avez dessiné tout dans l'ordre que l'on voit dans le bouquin, ou si vous avez fait petit bout par petit bout alors. Pas dans l'ordre du bouquin. Et du coup, c'est toujours pareil, Ça, c'est pas compliqué quand même. Si. C'était très compliqué. C'est pas... Enfin, mais c'était très intéressant. Surtout... Excuse. Vas-y, c'était intéressant, toi, t'as dit. Ouais, c'était très intéressant de bosser comme ça, mais c'était dur aussi. Mais en même temps, Run, il est quand même assez exigeant sur la qualité. Et c'est quelque chose que je trouve super bien, en fait. C'est-à-dire que, franchement, il y a des moments, j'en pouvais plus. Mais en fait, le fait qu'ils te disent, ouais, mais faut le faire, en fait, ça me donnait la force de le faire, tu vois. Alors qu'il y avait des moments, j'étais à plat, tu vois. Mais je me disais, je peux pas le lâcher, en fait. Tu vois, je peux pas lui dire, non, écoute, mec, là, c'est pas possible, tu vois. Donc après, d'ailleurs, peut y avoir aussi des soucis où tu fais une connerie parce que t'es tellement éclaté t'es tellement fatigué, en fait, que t'envoies quelque chose, mais t'es pas au top, quoi. Donc, il arrive un moment, où tu sais que là, le gars, il arrive vraiment dans ses limites. Ouais. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, parce que lui, je me suis dit, il va jusqu'à mourir, il va, tu sais, il est vraiment culture shonen, tu vois. Ouais. Il va pas me dire en fait. Donc à un moment donné, il faut que je lui dise, écoute, arrête. T'arrêtes, tu poses tes crayons, je vais m'en occuper. Notamment sur la partie couleur à la fin. T'es venu en renfort sur les couleurs? Ben oui, parce qu'on était trop, sinon on rentrait pas dans les trucs et je pouvais pas lui faire recommencer le truc. Je voyais bien que t'avais plus les yeux en face des trous, que la fatigue, tu sais, c'est terrible. Moi, je fais toujours ça de va, mais je sais pas, je suis pas dessinateur. Donc, j'ai voulu, mais j'ai pas réussi. Le problème, c'est que t'as plusieurs paramètres à faire. C'est-à-dire que il faut finir, absolument. Ouais. Il faut que ça marche. Il faut que t'aies toujours le recul de te dire, est-ce que, là, la couleur, elle est censée aussi raconter quelque chose. C'est pas que le dessin, c'est aussi la couleur et tout. Et puis t'as une forme de cohérence à donner avec les éclairages, avec tout ça. Donc il faut que tout soit aligné dans ta tête et que voilà. Mais malheureusement, quand t'es claqué, quand tu dois finir en rush et que tu rencontres des problèmes dont on a parlé avant, c'est compliqué quoi. Donc moi, en fait, à un moment donné, je revenais de vacances parce que pour partir en vacances quand ta femme a ce genre de problème, c'est pas qu'il faut anticiper, c'est que il faut plein d'autorisations, d'accord? Donc ces autorisations-là prennent du temps. Donc à un moment donné, il faut juste poser une date de vacances arbitraire et puis ensuite faire les demandes. Ouais, tu nous en as un peu parlé pour le Lowrider. Voilà. Un peu parlé, ouais. Et du coup, à un moment donné, les vacances, elles sont là et elles sont pas ailleurs. Donc il faut les prendre. Donc même si le projet n'était pas fini, il faut aller les prendre. Donc je les ai prises. Et lui, pendant ce temps-là, il devait finir. Tu vois. Et en fait, quand je revenais, il restait 5 jours pour tout finaliser. Ce qui fait que quand je suis revenu, lui, il avait pas pris de vacances, donc lui, il était toujours sur son truc. Et moi, je me disais, ok, je reviens de vacances, je peux l'assumer le travail là. Donc les 5 jours qui restaient, c'était c'était de l'abattage quoi. Ouais, et puis moi, je m'en voulais en plus. Ouais. Oui, j'imagine que tu le culpabilises aussi. Oui. Je culpabilisais pas parce que j'étais quand même content de ce que j'avais fait. Même si ça convenait pas dans le truc actuel de ce que voulait Run sur certaines couleurs, certaines ambiances, mais j'avais pas cette impression d'avoir bâclé, tu vois. J'ai pas bâclé, tu vois. Juste ça, ça marchait pas. Et de toute façon, c'est ce que je te disais. Il va falloir qu'on fasse les GMG des planches que t'avais faites pour que tu te rendes compte que c'était pas imprimable. Alors les GMG. GMG, c'est les épreuves d'impression qui sont une simulation de ce que tu vas avoir en finale. Parce qu'en fait, c'est toujours la même chose, j'en ai déjà parlé, mais nous, on fait beaucoup de chromie au label 119 parce que les gens, ce qu'ils ont sur leur écran grand public, même le dernier comment ça s'appelle les ordinateurs Apple iMac, voilà. Entre les iPads, les iPhones et tout, je suis perdu. Même les derniers. Papy Run là. Même les. On ne s'en sort plus avec tout ça. Oui, les derniers. C'est plutôt moi là. Parce que... Même les derniers iMac, avec un écran Retina. Liquid Retina, machin. Il va pas retranscrire ce que tu vas avoir imprimé. Encore moins sur un papier. Là, c'est du Condat pour les couleurs et tout, mais. Donc, il faut rebosser. Sauf que. Peut-être, je sais pas si c'est l'habitude ou quoi que ce soit, mais sur les scènes sombres, faut être très 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 vigilant.
C'est-à-dire que même les scènes, finalement, quand je les ai rebossées, etc., que je lui ai envoyées, je lui ai dit, je te préviens, tu vas avoir un choc. Ça va te paraître giga clair. Mais crois-moi, ça va sortir foncé. Et c'est ce qui est arrivé, quoi. Les scènes de nuit. Qui devenait plus lisible alors une fois imprimé parce que c'était trop sombre. Ah bah là, ça aurait été noir, ce qu'il m'avait envoyé. Mais après, moi, ce que je lui ai envoyé, ça faisait très clair, trop. On a dit que le ciel, limite, il était presque pas de jour, mais pas loin. Mais je sais, donc, on avait fait les GMG, donc on savait très bien que ça allait sortir la bonne couleur, en fait. D'accord. Donc voilà. Ouais, mais c'est pour ça il y avait plein d'infos en fait que j'avais pas comprises en fait et que j'avais jamais vu en fait. Tu vois, quand tu m'as envoyé les différentes planches, moi c'était la première fois qu'on m'a envoyé ça, tu vois. Donc, tes anciens éditeurs chez Dupuis t'avais jamais parlé de ça forcément. Et puis mais tu faisais pas de couleur chez Dupuis. Si, bien sûr que si. Orage, c'est pas en noir. Non, c'est en couleur. Putain, moi, tout est en couleur. Le monsieur qui n'a pas ouvert la BD de son. Non, mais t'as raison. C'est tout en couleur. Non, et donc pourquoi je suis resté sur le noir et blanc. Mais non, et c'est pour ça en fait. Moi, j'ai l'impression que c'est le premier projet que je travaille avec un éditeur, tu vois. Ouais, d'accord. Donc voilà. Et puis bon, en plus avec Run, donc. Avec un vrai suivi, puis avec ce Run en plus quand il est sur tes épaules, il est vraiment sur tes épaules, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il te grimpe dessus, il te lâche pas, quoi. Tant que t'as pas fini. Je parlais donc on a parlé de la violence. Il y a un autre élément essentiel du slasher, c'est le cul. Puisque généralement, dans les slashers, comme c'est des jeunes, ados, post-ados, jeunes adultes, forcément, il y a des scènes de sexe. C'est un peu le passage obligatoire. Et surtout, en plus, un sexe punitif, puisqu'en général, ceux qui couchent ensemble. Ouais. Ils finissent par le payer. Au prix fort. Et du coup, comme tu le disais avant, vous êtes allé premier degré aussi sur cet aspect, avec même une scène de sexe assez frontale qui moi alors m'a à la fois ravi, parce que les gens qui écoutent First Print savent que mes deux mamelles dans la BD et dans la culture générale, c'est le gore et le cul. Donc pour le coup, j'étais assez content, mais qui m'a quand même surpris, parce que je me suis dit, effectivement, après avoir lu pourtant plein de doggy bags et des trucs. Tu t'es dit, ça y est, le vieux sans canaille. Non, c'est ça. Genre, je me suis dit que ça m'a sans canaille, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai dit, mais et parce que peut-être qu'on n'en voit pas tant que ça non plus dans le label. Dans le label. Il y a pas du tout de très peu scène de sexe. T'as de la sensibilité, de l'érotisme avec le travail de Florence surtout. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais en tout cas dans ton œuvre, moi j'ai deux scènes de sexe dans Moutafoukaz. Faut les chercher, mais il y en a. Bruce Maccabée avec des nanas en hentai dans l'arc 1 et la scène du God qui viole un ceinture, gars, mais qui reste soft, on va dire. C'est pas si frontal que là. Voilà. Et là, il y a quand même une planche clairement qui est ultra frontale, et c'est ce que je disais un peu même en off, c'est-à-dire que alors c'est pas pornographique non plus, mais on est quand même sur une fine ligne, et je me suis même demandé pourquoi en fait vous n'y avez pas les Franco à dessiner juste 2-3 lignes claires qui manquent pour qu'on soit sur un dessin vraiment très qui soit moins de 18, quoi. Pour le coup, c'est Rod m'avait envoyé comment on appelle ça, le storyboard de cette scène. Alors pas le storyboard, le plan. Le plan. Qui fait quoi à qui? Oui, le plan. Oui, parce que ça reste une scène. Oui, c'est un plan, quoi. Oui, c'est presque une illu, quoi. Mais ouais. C'est vrai que quand tu m'avais envoyé au début le scénar, j'avais pas du tout imaginé ça comme ça. Puis après, je me suis dit, d'accord. Et c'est vrai qu'en fait, là, j'ai eu des retours dessus, et c'est vrai que c'est une scène, quand les gens tournent la page, ils s'y attendent pas. Ils font, ok. Il y a que ma copine qui s'y attendait, parce qu'elle a scanné les planches. Elle a triché aussi. L'idée, c'est que le lecteur, elle se retrouve dans le même cas de figure que la protagoniste à ce moment-là. Elle ouvre la tente, elle sait pas sur quoi elle va tomber, puis et après, et tu te sens seul. Et puis pourquoi ils ont fait ça? mais en fait, Rours aussi, c'est quand tu vois son Instagram, etc. Tu vois, il incarne au sens premier ces personnages. Tu vois, il va faire des poitrines lourdes, ou il va faire vraiment des muscles, parfois des muscles un peu gras, des muscles un peu secs. Enfin, tu vois, il y a c'est toujours très exagéré dans ton dessin. Il y a ce rapport à la chair qui est présent chez Rours, plus que chez moi, par exemple. Donc, du coup, ça s'y prête. Ensuite, deuxième truc, c'est que le slasher, c'est ça aussi. Le slasher et le giallo. C'est ça. Donc, donc on s'est dit, oui, il faut démarrer. Comme je disais, on commence avec une scène à la psychose, sur laquelle on s'est
auto-censuré un petit peu. C'est-à-dire qu'on a eu un premier retour d'ici de Chéri de Sèvres. Au début, c'était plein pot aussi. C'était full frontal, ouais. Voilà. Et je sais que chez Rue de Sèvres, il y a Nadia qui m'avait appelé parce que les premières lectures féminines, ça les avait un peu genre, wow, ça faisait un peu. Dès le départ, ouais, d'avoir ça en première. Boomerland, quoi, en fait, si tu veux. De ce que j'ai compris. Bah, c'est les risques, hein. De toute façon, c'est deux gars. Voilà, vous êtes deux gars, donc forcément. Ouais, donc on s'est dit, est-ce que ça vaut le coup finalement juste pour deux tétons de passer pour Boomerland dégrave-le, ouais. Et puis que les gens referment direct en se disant vas-y, c'est quoi? Et puis on s'est dit bon allez, c'est la scène d'ouverture, pourquoi pas. Après ça va aussi rappeler aux gens qui ont regardé ou aimé des slashers, c'est une entrée en matière. Oui, et d'ailleurs dans les slashers il y a pas de tétons. Ah, ça dépend. Si. Dans Jason. Ah oui, si. Bah, si. Et en plus, dans ceux des années 80, parfois, ça oui, si. Clairement. Les seins nus, ouais. Écoute, peut-être que je me suis refait, c'est comme les couleurs d'orage, là, je me suis peut-être refait un truc, mais si la fille qui se baigne dans le lac. Mais oui, t'as ça. Tout, ouais, il me semblait qu'on voyait pas forcément les tétons. Si. Bah, justement, parce que c'était du circuit quand même un peu alternatif. Ils s'emmerdaient pas, en fait, avec, la censure, ce genre de choses là. Donc en fait ils tournaient comme ils voulaient, mais même maintenant après t'as forcément maintenant aujourd'hui t'as des slashers tout public ou pas, mais je me rappelle il y a vraiment même le remake de Vendredi 13 de 2009 qui avait été largement décrié, c'était ça y allait dans tous les sens, quoi. Vraiment t'avais des garçons et des filles toutes nues dans tous les sens. T'es contente du coup? Bah moi je l'adore. Moi je sais que c'est un mauvais film. De quelle année? 2009, le remake de 2009. Il y a un remake en 2009. Ouais, avec un des mecs de Supernatural dedans. C'est pas un bon film en tant que tel de Marcus Nispel. Comment s'appelle l'actrice? J'aime bien la Final Girl. Laquelle? Dans celui-là? Ouais, je crois que c'est. Bah, je la retiendrai plus de tête. Bon, bref, n'importe. Jamais voir. Pour te dire que quand même, si, le slasher, généralement, ils s'en foutent et les gens sont tout nus dedans sans aucun problème, quoi. Ok. Mais bon, écoute, là c'est une concession. C'était pour voir, oui, de votre côté, si entre l'ouverture et la fameuse scène au milieu du bouquin, ouais, ça vous étiez dit jusqu'où on va, jusqu'où on pousse les potards. Pas fort, on n'a pas ces conversations-là, en fait. Non, ouais, on fait le truc et puis si bien que quand on a eu ce retour-là, je me suis dit ah ouais, merde, j'avais pas anticipé. Bah moi j'y avais pensé. Ah ouais? Bah j'y avais pensé, mais parce que toi tu dessines donc. Bah oui, mais quand il m'en a parlé, je me suis fait, bah en fait, ouais, ça me paraît logique en fait que des gens se posent des questions ou qui soient choqués, tu vois. Mais après on en a parlé. On a tellement des scènes autrement choquantes derrière. Non mais c'est ça. Et ouais, mais tu sais que même en général dans les arts en général, la violence et le cul, c'est pas, tu sais, la sensibilité est pas sur le même curseur. Et d'autant plus alors on est en France, on a beaucoup moins de problèmes avec ça, mais je sais que chez les ricains, c'est compliqué, quoi. Et nous, par exemple, on a censuré La Verge. Oui, c'est entre vrai. Guillemets. C'est vrai, mais moi, ce que je trouvais sympa, c'est que ça faisait vraiment écho au truc pornographique japonais. Oui, complètement. Ouais. Et après, c'est con, mais c'est pareil. Si d'un coup ça tombe sous le coup de la loi et que d'un coup ton truc il se retrouve retiré des ventes parce que t'as mis une bite et qu'il fallait cellophaner le. Alors retirer, ouais, je pense que non, il pourrait. Bon après, de toute façon, je sais pas trop. Carré noir. C'est marqué pour public averti sur votre truc là ou pas? Non, même pas. Hein, c'est pas marqué. Ouais, mais il faut l'ouvrir déjà pour l'avoir. Oui. Restricté depuis C'est vrai que c'est pas marqué sur la couverture. Vous avez pas mis un petit avertissement. En plus, tu sais pourquoi? Bah non, on y a pensé, mais à un moment donné, je me suis dit, vu la cover, si les gens pensent que c'est les enfants, ils sont vraiment tarés, quoi. Non, mais tu vois. Oui, remarque, oui, c'est vrai qu'il y a un indice. Ouais, il y a du sang. Il y a un gros coup, il y a une grosse machette pleine de sang. Pleine de sang dans le truc, quoi. Très, très bien. Ouais. Je propose qu'on passe un peu juste en partie un peu spoiler, pour avertir nos auditeurs, auditrices que maintenant on va rentrer dans certains détails de l'histoire, donc c'est mieux à partir de maintenant de lire jaune. Donc éteignez votre radio, votre ordinateur si vous voulez pas être spoilé. Bah moi je vois des micros, je pense à radio, mais bon. C'est que ça a changé quand même. C'est vraiment la vieille école. Je fais truc sur les iMac et puis il fait bon alors là, ta radio là, elle marche comment ton émission? Votre transistor là, vous le fermez, vous rangez l'antenne et.
Bon, allez, on termine ça, puis après on te ramène à l'EHPAD Run, hein, quand même. J'ai écrit le tome 2. Il est 15h, il est tard. Non, bah, justement, non, juste pour revenir un peu sur, ouais, parce que c'est vrai qu'on a parlé du slasher aussi. Le slasher, aussi, c'est le tueur en tant que tel, tueur iconique. Ouais. Tu disais avant que, en fait, le premier design avec le ciré, en fait, c'était pas forcément, voilà, c'était un personnage en question. Mais par contre, pour vraiment le tueur en question, comment vous l'avez travaillé, ce design? J'imagine que toi, tu voulais que ce soit quelqu'un d'imposant. Ouais. Et c'est vrai que par exemple, le ciré ou même ce store de biche morte sur les pots, comment on construit ces éléments pour avoir un tueur vraiment qui marque? Ah, c'est ça. Alors, je sais même pas s'il marque, en fait. Mais l'idée, c'était qu'il soit massif. Ouais. Vieillissant. Un peu fatigué. C'était ça en fait les maîtres mots et ciré jaune. La biche, ça m'est venu comme ça, je sais pas pourquoi, je me suis dit tiens, faut un truc iconique, tu vois. Mais c'est la pureté, c'est l'innocence. Ouais, c'est ça, c'est tout ça. Et puis une arme blanche, bon bah une machette, tu vois, même si je crois que dedans il me semble qu'on parle de hachette. Donc c'est tantôt une hachette, tantôt une machette, peu importe, c'est une arme blanche qui fait mal en fait. Ouais. Et bah puis c'est tout. Puis Rours, je savais très bien que alors ses premiers personnages, ses premiers slashers, ils étaient flamboyants. C'était ils auraient été dans Dragon Ball, ça posait zéro problème quoi. Okay, ouais. Ils étaient super musclés, cheveux longs, beaux, qui se tenaient avec tu sais un peu Vega dans Street Fighter là, tu vois, très vrai. Cambré. C'est vrai. Il y avait ce côté-là, tu vois. Oui. Je dis ouais, mais alors là ton slasher après si tu fais un slasher super stop model, pourquoi pas? Mais en vrai, c'est ça, ouais, mais moi j'étais resté sur il y en a marre de ces gens, oui, que tu dis ils vivent dans des grottes, du coup ils se lavent pas les dents et machin, et ça se trouve il a le droit de prendre soin de son corps aussi. Bah moi en plus à l'époque, à ce moment-là, j'écrivais aussi Popeye, donc j'étais dans ma phase EHPAD. Buriné, ouais. Et du coup je lui disais bah non, en fait il faudrait un mec quand même plus je voulais qu'on y croit quand même, tu vois. Et son character design il est génial hein, de son slasher de son ancien slasher, mais je disais ouais, il faut quand même qu'il soit plus crédible, vieux, machin et tout. Et parce que le mec il sévit depuis quand même des années hein. Au début on parle de lui comme d'une légende et tout, donc ça peut pas être un genou tu vois de 25 balais quoi. Et puis puis c'est tout hein. Le masque, je crois que je t'avais envoyé une photo de masque d'un truc de paintball ou un truc comme ça. Et puis de toute façon on le voit, il est toujours caché par la capuche, donc bon. C'était vraiment important le ciré jaune. Il y a une inspiration derrière, ou c'est vraiment ça vous est juste venu comme ça en vous disant bah c'est tiré de l'illu de base en fait hein. Moi là on est en partie spoil. Ouais. Moi en fait l'histoire elle a commencé, j'avais dessiné en fait le personnage de Lucie qui à l'époque n'avait pas de nom, et je l'avais dessiné avec une capuche en fait, et c'est vrai que Run était tombé sur le dessin et c'était un style presque Singelin-esque, c'est entre le mignon et le sérieux quoi. Et c'est vrai que d'ailleurs au début même de Jaune tu m'avais parlé de faire un style un petit peu avec mon style un petit peu plus mignon quoi. Ouais. Et moi c'est vrai que j'étais plus du tout dans cette phase, et bah je suis très content du projet, mais c'est vrai que là j'y reviens un petit peu ces temps-ci, tu vois, au style un petit peu mignon, et enfin mignon sérieux quoi. Et donc voilà, en fait le personnage est parti de là. J'avais juste dessiné une sorte de petit chaperon jaune, c'était une fille à l'aquarelle avec un bâton plein de sang, elle venait d'écraser un mec par terre, truc comme ça. Et c'est vrai que j'avais même reçu déjà à l'époque une ou deux demandes, alors que j'avais juste posté sur Insta pour acheter le dessin. Et donc je m'étais dit tiens, il y a un truc il y a un truc avec ce personnage. Donc j'ai pas vendu le dessin, donc il sera peut-être en expo. Mais c'est vrai que du coup moi je vois ça, je dis bah il y a tout là, t'as le sujet en fait. Donc on a habillé le slasher avec la cape jaune. Du coup c'est devenu un ciré jaune, et puis il se trouve que les Giallo ça veut dire jaune. C'est jaune, ouais, c'est jaune. Ouais. Donc tout était cohérent, instinctif et cohérent, je dirais. Et puis c'est ça qui me tue, c'est qu'en fait comme t'aimes pas les slashers, enfin pas que t'aimes pas mais que tu t'y intéresses pas des années 2000, il y a
pour moi, souviens-toi l'été dernier, I know what you did last summer. Objection. Quoi? Le ciré n'est pas jaune. Il est pas jaune. Non, il est pas jaune, mais c'est un ciré aussi, tu vois. Et en plus, le truc, c'est que quand même, pour revenir, vu qu'on est dans la partie spoilers, il y a, j'avoue, il fait mieux le beeper que l'orage, quand même, tu vois. J'essaierai de le refaire à la fin. Mais t'as quand même dans cette intrigue, en fait, ce côté, cette bande de gens qui butent quelqu'un et que ça revient les courser donc plus tard, qui est complètement souviens-toi l'été dernier aussi. Alors dans souviens-toi c'est plus un accident, alors que là il y a quand même un acte qui est plus délibéré, mais vraiment ça me souffle que en fait que tu n'aies pas vu ce film, et que ça ne t'est pas inspiré du tout. Alors après je connais pas tous les slashers du monde, donc j'imagine bien qu'il y en a d'autres aussi, c'est plus la dynamique de sex crime qui m'intéressait. Ouais. Où il y a. Alors, est-ce que c'est bien le film? Parce que moi, j'ai confondu longtemps. Souviens-toi de l'été dernier et Sex Crime. Mais en tout cas, dans le film dont je parle, même, excusez-moi si c'est pas le bon nom, il y a un gars qui il lui offre une prostituée pour son anniversaire ou je sais plus quelle fête, et puis il y va vraiment franco et il la tue sans faire exprès contre un porte-manteau. Et après il faut cacher le cadavre et tout le film se noue sur ils vont craquer, quelqu'un va craquer, quelqu'un va dire tu vois ce qui s'est passé, etc. Et c'est une tension psychologique entre tous les protagonistes qui sont au courant de ce qui s'est passé des années auparavant. C'était plus cette dynamique là qui m'intéressait que souviens-toi l'été dernier, que j'ai pas vu en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Mais qui reviendra peut-être en référence. En fait, c'était quand tu présentes aujourd'hui le projet, t'as vraiment envie de dire que ce sera un croisement entre un vendredi 13 et un souviens-toi l'été dernier pour. Je suis tout à fait d'accord. Beaucoup de gens m'en parlent, donc. Mais par contre, les gens disent ciré jaune. Oui. Pour souviens-toi l'été dernier. Alors que pas du mais tout. ça je pense que c'est parce que c'est une fausse mémoire, tu sais, parfois tu te construis des faux souvenirs et alors c'est le Mandela effect en fait. Ouais, bah voilà, parce qu'en fait t'as le souvenir du ciré et forcément pour toi le ciré jaune, alors qu'effectivement dans le film il ne l'est pas. Dans le segment Low Reader 5 Popeye, il y a un ciré. Quelle couleur il est? Oh, tu crois que j'ai une mémoire Juste savoir ce que tu dirais. Bah je sais pas, j'ai pas. Parce que tout à l'heure, Anthony me disait, d'ailleurs, Popeye, t'as fait le ciré jaune en référence à jaune et tout pour préparer le terrain. Je dis, il est pas jaune le ciré, il est kaki. Et du coup, on a dû ouvrir. Dans sa tête, il avait imprimé ciré jaune. Alors que le ciré est kaki. Donc c'est le même effet pour souviens-toi de l'été dernier. Je pense que les gens, dès qu'ils voient un ciré. Est-ce que en fait vous êtes pas en train de faire un projet de manipulation mentale en fait, on est revenu dans grande échelle? Non, mais vous manipulez les gens avec votre BD. C'est donc ça le projet. C'est comme Happy Birthday 2. Je sais pas si tu l'as vu. Alors je l'ai vu, mais c'est aussi un slasher, et après c'est un slasher avec des retours dans le temps. Ouais, mais avec la boucle temporelle qui est assez sympa. Qui est marrant, j'ai bien aimé. C'est ça qu'on est en train de faire en fait. Ouais, j'ai l'impression. On a sorti des trucs avec un ciré jaune, et maintenant on efface tous les cirés jaunes pour les remplacer par des kakis, on fout les gens. Et donc là c'était quand même une intrigue importante, enfin un point d'intrigue, notamment sur votre variation sur un registre très connu, de dire en fait l'intrigue se sépare dans deux temporalités différentes, et quelque part en fait le fait que Rose voulait faire de la couleur, ça a été facile pour vous de distinguer les deux parties. Ouais, c'est ça. Après, à partir de ce moment-là, c'est devenu naturel. J'ai dit, attends, dans ce cas-là, on peut faire que tout ce qui se passe au moment T, c'est en couleur, et tous les flashbacks, c'est en noir et blanc. Tu vois, ça me paraissait basique. Après, il fallait savoir si c'était possible, parce que une fois qu'on a dit ça, il faut les feuiller, il faut les imprimer. Arrive une nouvelle contrainte technique, du coup, du nombre de pages. Donc là, c'était galère de chez galère. Parce que parce qu'il faut... Non, mais pour faire un rappel, ça s'imprime par feuillet de 8 ou de 16 pages. C'est ça. Et donc en fait, il faut que ces feuillets à chaque fois soient du même type de papier pour pouvoir faire de l'impression en noir et blanc ou en couleur. Et donc ça impose des contraintes sur votre découpage. Et d'ailleurs, il doit s'intercaler lui-même dans des feuillets de 16 ou de 8. Ouais. Tu vois, donc c'est des feuillets de 16 ou 8 qui s'intercalent les uns dans les autres. Donc c'est pareil, Wendy, à un moment donné, on s'est dit, en plus déjà, on avait un nombre de pages fini qu'on avait déjà donné. Vous l'aviez arrêté au début. Voilà, ça avait été commandé, etc. Donc on pouvait plus toucher à rien. Puis sur Wendy, à un moment donné, on se dit, en fait, il nous faudrait en gros 12, 13 pages. Le problème, c'est que t'en as 8 ou t'en as 16. En l'occurrence, si on en prenait 16, ça voulait dire sur la fin, on devait bouffer 8 pages. Ouais. Donc on s'est dit, il faut que ça rentre en 8. Donc tu vois, c'est que des calculs comme ça à la con. Franchement, ça c'est fastidieux.
Ils sont vraiment chiants parce que. Ça m'a beaucoup appris, moi, quand même. Ouais, mais c'est très 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 chiant. Ouais, c'était dur. C'est une des parties les plus Je pense que toi, tu savais à quoi t'attendre à partir du moment où vous faisiez ce choix, parce que t'as eu l'habitude déjà de manipuler différents. Sur Mutafukaz, mais sur Mutafukaz, c'est à un moment donné, t'as un passage. Ouais, mais je pense même. Non, j'allais dire même sur un low reader avec l'histoire en Pantone sur le premier. Par exemple, mais toute l'histoire n'est pas en Pantone, tu vois, il y a que 16. Tandis que là, il faut vraiment que le chapitre rentre bien, quoi. Donc, ouais, c'est un peu chiant là, mais bon. C'est d'ailleurs, tu remarqueras, ça attaque direct. Hein. T'ouvres la page, t'es direct dans le feuillet de couleur. Ouais. Est-ce qu'il pose un souci particulier ou pas en termes de fab? Non, c'est juste que si on voulait commencer par la scène couleur, c'était encore une fois soit 8, soit, enfin non, là on est. Donc c'est ça, c'est que ça conditionnait. Soit 16, soit 24, tu vois. Ça conditionnait ta scène d'introduction à faire un tel. Et si tu mets 24, il y en a de trop, tu vois. Donc, bon, bref, c'est tout est imbriqué comme ça. Ça, c'est assez compliqué. J'avais une question très bête. Et pourquoi il y a le 911 alors que l'action a pas l'air de se situer aux États-Unis vu les noms, puisqu'on a Saint-Jean-de-Richelieu? Ça ressemble quand même au Canada, en fait. Ah, d'accord, ok. Ouais. C'est des noms typiques canadiens. Montagne Noire, Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais, je suis trop francophone, trop franco. Ouais, mais ma copine m'a posé exactement la même question hier. Ah bon? Ouais, elle m'a dit, mais ça se passe où l'histoire? Je fais, Canada, Québec. Elle me dit, elle a fait un truc comme ça. Ouais, mais parce que t'as ce côté avec des noms effectivement très français, et puis le 911, et tu dis, mais du coup, c'est pas en France, mais en même temps, il y a le et quand tu fais bien attention, les noms, par exemple. Après, c'est vrai que la chaîne de montagne, et puis Hayden, elle s'appelle. Oui, Hayden, Laverne, tu vois. Après, Lucie, on sait pas comment elle s'appelle, mais nous, on sait que c'est Lucie Tremblay. C'est des noms très. Ouais, très canadien. Bon, c'est juste que ma culture du Canada est. Non, mais c'est normal. Après, très mauvaise. Il y a d'autres éléments qui font penser aussi à l'Amérique du Nord. Par exemple, le cross du train. La voiture aussi du slasher. Hein, t'as pas ça. La voiture du slasher, les noms des villes, les lignes jaunes sur la route. Oui, tiré sur la route, ouais. T'avais pris des références un petit peu pour situer l'histoire. Je sais pas s'il y avait des photos de tes voyages ou pas, non, pas du tout. Si, quelques-unes pour la maison du slasher. La maison du slasher. La maison. Disons, on va dire la résidence. Non, tu m'as filé pas mal de rêves quand même. Il y a pas mal de choses. La cabane au fond des bois. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a ce côté en fait, quand t'es habitué à lire des slashers ou à en regarder, où tu sens venir le côté ok, j'ai compris, ça se passe à deux époques temporelles, et tu sens aussi venir le fait que c'est effectivement Lucie qui est la tueuse. Par contre, là où il y a plus l'élément de surprise, c'est effectivement ce côté passage de flambeau que vous amenez un petit peu vers la fin. C'est important d'avoir. Enfin, j'imagine que ça aura aussi une influence sur la suite de l'histoire, en fait, d'avoir aussi. Oui, parce que, alors, est-ce qu'on va avoir du training montage avec avec le mec qui apprend à tuer? Il faut qu'il apprenne les choses, les rudiments, comment rendre une scène spectaculaire, ou alors à l'inverse, comment rendre une scène discrète. Attention, d'ailleurs, un des premiers conseils du tome 2 qu'il va lui dire, c'est attention, ne tape pas dans les parties dures du corps, parce que si ta main dérape sur la lame, tu vas te blesser. Tu vas avoir, du coup, ton sang on peut retrouver ton sang, etc. Donc, ça, c'est une erreur que Lucie, elle fait dans la scène finale. Ouais. Tu vas le donner un coup directement dans le crâne, chose à ne jamais reproduire, les enfants. Merci. Alors, pour des raisons évidentes de sécurité, c'est pas seulement parce que ne plantez pas les gens dans le crâne de façon générale quand même. C'est mieux. Mais ouais, donc c'est tous ces trucs-là, ces conseils-là qui va donner, plus d'autres conseils entre guillemets que j'ai retenu de plein de trucs d'autopsie que j'ai pu voir dans différents documentaires, des choses pareilles qui ont pu me choquer ou qui ont pu m'interpeller, tu vois. Et puis et ça va pas être que ça va être beaucoup d'autres choses, et puis savoir comment, est-ce que c'est un passage de flambeau, et lui il est où du coup, tu vois. Qu'est-ce qu'il est devenu, c'est ça, ouais, c'est ça qu'on va évoquer dans le tome 2 en fait. Est-ce que c'est plus excitant
ce qui arrive pour vous, hein, vraiment de raconter l'histoire, puisque dans le premier tome, au final, c'est une introduction aussi avec le pitch, et en fait, c'est un peu le passage obligatoire, mais on peut s'attendre quand on a lu le premier tome, parce qu'on se dit que c'est quand même une série de 3 tomes, donc il y a 2 fois ça qui arrive encore après. Effectivement, ça va pas être juste la simple vengeance de Lucy qui va retrouver tous ses camarades. Tu t'attends à... Donc, est-ce que pour vous, en tant que créateur, c'est plus, vous dites, c'était un peu aussi le passage obligé de l'introduction pour aller vers le vrai. Tome 2 à fond. Là, on sait, non, mais il y a en fait, là, on a posé les bases. Du coup, là, tome 2, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Puis, et c'est marrant qu'on fasse l'interview un petit peu spoiler et tout, parce que moi, je trouve que ça libère aussi le truc, parce que là, c'était compliqué de parler. Si tu spoil pas, en fait, si t'as pas l'impression de tourner autour et qu'on comprend rien, en fait. Et en fait, tu peux rien dire, parce que, sinon, c'est trop évident, quoi. Donc, le tome 2, je pense, ce qu'on a prévu, en tout cas, c'est puis sympa, dans le rapport, la psychologie des personnages, sans trop en dire, il y a aussi des personnages qui ont évolué d'une certaine façon. Il y a un indice, par exemple, quand on développe les personnages dans les marges, là. Ouais. Zachary, par exemple, son père est policier. Ouais. On peut se poser des questions aussi par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est devenu un voyou ou un policier? C'est la question. Parce que le monde n'est fait que de 2 types d'individus. Oui. Les voyous et les policiers, bien entendu. Pour terminer un petit peu, il y avait quand même aussi un aspect important à évoquer. On l'a très, très effleuré un moment. C'est le format. Quand même. Où là, alors, Run, avec qui on a déjà eu beaucoup de discussions dans les podcasts sur le label 119, où est-ce que ça se range, et moi je veux pas être en comics, voilà. Et gna gna, et les libraires, gna gna. Mais le label 119, alors vous avez déjà eu une expérience des petits formats, et même dans les premières années, il y a eu des Baser de Raph, donc c'est pas du tout, s'il y a quelqu'un qui titre le label 119 se met au manga, c'est que effectivement il a un petit souci avec la connaissance de votre historique. Ouais. Mais malgré tout, Metamuta là, bien. Metamuta qui était dans un petit format. On a sorti Sigish dans un format qui est aussi full noir et blanc, plus petit, couverture souple et tout. Donc. Mais là, il y avait quand même cette envie, tu le disais aussi, d'aller capter peut-être un lectorat un peu plus jeune. Ouais. Avec ce format qui effectivement, donc c'est du 15-25, il me semble. 15-21. 15-21, pardon, oui, 15-21, qui est le format de manga un peu agrandi où et là, tu vas être horrifié, mais qui est aussi le 15-21, c'est aussi le format des comics qui sortent maintenant en format poche. Donc, voilà, donc, piégé. Où va-t-on être rangé? C'est ça, ton piège, c'est que tu vas te retrouver à côté des comics indés en format poche. Et là, ce sera très terrible. Comment ça a conditionné un petit peu aussi votre approche, ce fameux format dont j'imagine on va quand même vous parler aussi en général, quoi. Parce que tes albums ou ta Fuka, généralement, c'est le 17. Voilà. Non, pardon. Non, c'est pas 17-27. C'est le format cartonné un peu standard. Quand t'as fait des variations avec les spin-offs, en fait, il y avait des single issues, donc c'était quelque chose qui te rapprochait plus des comics. Et sinon, les autres albums, que ce soit A Short Story, c'est en très grand format d'Autoilé, les albums de Guillaume, de Mathieu, de Florent. Voilà. Vous êtes plus reconnu dans un certain type d'album, et là t'as l'impression, et en plus ça va être on va dire effet coup double d'ici quelques mois avec le Shin Zero, mais que vous essayez de vous rapprocher d'autres choses. Mais on avait déjà essayé. Par exemple, je me souviens qu'il y avait tout un truc qui s'appelait OVNI. À une époque, on avait sorti l'affaire Vargina. Enfin, tu vois, c'est pas nouveau, c'est pour ça que moi ça me paraît pas être un nouveau format en particulier. Sûr. Maintenant, oui, l'idée c'était aussi éventuellement de recruter peut-être des lecteurs plus jeunes alors plus jeunes et aussi les vieux qui ont connu le slasher des années 80, c'est ce que je disais au début. Mais en tout cas, les jeunes, tu vois, qui ne jurent que par le manga, peut-être leur montrer aussi que le manga c'est extraordinaire, mais il y a aussi des choses bien qui se font chez nous. Donc, comme on dirait qu'il y a une espèce de frontière invisible entre le rayon manga et le rayon, tu vois, BD franco-belge, et les uns ne vont pas vers l'autre. On s'est dit, peut-être ça peut aussi faire un cheval de Troie, de ramener les gens vers ce qu'on fait aussi. Et puis nous, ça nous intéressait narrativement de changer de format, tu vois. On raconte pas les choses de la même façon selon qu'on est sur un 24-32, un 19-27 ou là un 15-21. Donc c'est toujours intéressant. Puis en plus, l'ADN de Roar, c'est quand même très manga, hein. Oui, puis de mémoire, Orage et Bouland, ils sont aussi dans des formats assez équivalents, hein, donc
techniquement pour toi ta bibliographie RAW, il y aura pas de disparité de format, ce sera plus compliqué pour Run Midnight Order, qui en a. Oui, remarque Midnight Order effectivement, mais t'étais pas tout seul, t'étais pas seul dessinateur. C'est vrai. Mais là je suis pas seul non plus. Ah oui, je suis seul dessinateur. Oui, OK. Excusez-moi. De toute façon, vous êtes trop compliqué à ranger à chaque fois, vous faites ça n'importe comment. Concrètement, c'est surtout que la taille de la page va définir ton découpage, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Là, on peut plus facilement se permettre une pleine page. Ouais. C'est un peu plus compliqué quand c'est un format plus grand, tu vois. Donc il y a ça, et puis même dans l'idée, c'était aussi de créer le format entre guillemets plus, on va dire manga entre guillemets. Je trouve qu'il est plus propice au côté feuilletonnant et avoir envie de tourner la page rapidement, savoir ce qui se passe, que un format 24-32 ou 19-27. Ouais, un truc plus classique. Très bien. Ouais. Quand est-ce qu'on peut attendre Jaune tome 2 ? Même date l'année prochaine. Même date l'année prochaine ? Ouais. Très bien. Alors, je regarde. Ça a été dit ici. Ça a été dit, voilà. Ça a été dit dans First Print. Et ce qui est généralement dit dans First Print, tu dois t'y tenir, parce que sinon, en fait, après, t'as une malédiction et c'est terrible ce qui t'arrive. Je pense pas que l'année puisse être plus pourrie. Ouais, je vous le souhaite. Si t'es en retard, j'appellerai Arnaud, je dirais, écoute, là, il est en retard et il t'a menti, là, donc, va lui mettre un coup de pression. Non, je pense qu'on a toutes les cartes pour faire ça. Ouais. Cette année. Parce que Run sur tes épaules, c'est un poids, mais si tu m'as moi sur les épaules, je suis un peu plus lourd, donc ça risque d'être plus compliqué. Très bien. Donc, nous, on se retrouvera le jeudi 16 octobre 2025 pour faire le podcast sur Jaune tome 2, puisque a priori, selon les indications de Rours, il sera en train de sortir à ce moment-là. Mais en tout cas, j'espère surtout que Rours qui a un nouveau coup de chaud là en direct, clairement, il se dit merde. 10 coups de chaud là, donc. Il est clairement en train de se dire, j'aurais dû fermer ma grande gueule. Non, en vrai, j'ai vraiment envie. Ça va se faire. On te souhaite que ça puisse le faire et que, que vous puissiez le faire dans des meilleures conditions que le premier tome. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé votre temps là-dessus. Donc, Jaune, c'est sorti en librairie depuis le 23 octobre, donc au label 619 chez Rue de Sèvres. Et c'est de la frappe. On en reparlera de toute façon aussi avec Corentin, on en discutera autour d'un back issues. Et puis en attendant, Run et Rours, je vous dis à très bientôt. Merci Arnaud. À plus, non, je te coupe à chaque fois. Oui, faut sauter ses paroles. Et puis par contre, tu dois refaire l'orage, justement, t'as dit que tu le retenterais. Donc les gens l'attendent, tu es forcé. On dirait un chat. Il est vraiment meilleur auteur que imitateur. Salut. J'ai tout donné.